Au moment où l'Europe s'enfonçait dans une inquiétude croissante face aux ambitions de l'Allemagne hitlérienne, un rapport parvint sur le bureau du Führer. Un document bref, mais alarmant, décrivant un nouveau char britannique dont la cuirasse renvoyait les projectiles comme si elle était forgée d'un métal inconnu. Les canons anti-chars de 37 mm, pourtant considérés comme suffisants contre la plupart des blindés de l'époque, ne faisaient que ricocher sur sa proue. Pour Hitler, qui comptait sur la supériorité technologique pour imposer son rythme à la guerre à venir, cette nouvelle était une menace potentielle. Derrière ce choc se cachait la naissance d'une machine encore méconnue, Matilda II, la future reine d'acier du désert, un blindé si particulier qu'il allait marquer la Seconde Guerre mondiale de manière inattendue. Son histoire commença bien avant les premiers tirs, lorsque le Royaume-Uni réalisa, au milieu des années 30, que la prochaine guerre ne ressemblerait plus à celle qui avait ravagé l'Europe 2 décennies plus tôt. Les stratèges britanniques comprirent qu'un seul type de char ne pourrait suffire. Il fallait des véhicules légers pour la reconnaissance, des engins rapides capables de s'infiltrer profondément dans les lignes ennemies, et surtout, un blindé lourd conçu pour avancer avec l'infanterie, briser les fortifications et absorber les tirs adverses. C'est cette dernière catégorie, celle des chars d'infanterie, qui allait donner naissance à Matilda II. Lorsque l'A-12, le nom de projet du futur blindé, fut imaginé, le Royaume-Uni traversait encore les restrictions budgétaires de l'entre-deux-guerres. La première version, Matilda I, avait été produite sous des limites financières si strictes qu'elle ressemblait davantage à une tentative qu'à une solution. Trop légère, trop faiblement armée, elle ne pouvait devenir l'instrument robuste dont l'armée avait besoin. Pourtant, même avec les ressources insuffisantes de l'époque, certains officiers, dont le général Hugh Else, insistaient pour créer un véhicule véritablement blindé. Un engin capable de survivre là où d'autres s'effondreraient. Ainsi naquit l'idée d'un char radicalement plus protégé. Le Royal Arsenal confia la conception à Vulcan Foundry, une entreprise déjà expérimentée, mais les défis ne tardèrent pas à apparaître. Les ingénieurs savaient qu'il fallait une cuirasse épaisse, mais une telle masse risquait d'étouffer toute mobilité. Le compromis semblait impossible jusqu'à ce qu'une solution inattendue surgisse. Utiliser 2 moteurs diesel AEC, semblables à ceux qui faisaient avancer les autobus londoniens. Chacun développait 87 chevaux, et ensemble, ils permettaient d'entraîner le blindé malgré son poids considérable. Lorsque les premières maquettes en bois furent livrées en l'année 1937, les militaires ne savaient pas encore s'ils observaient l'avenir ou une impasse coûteuse. Le prototype métallique A12E1 arriva 1 an plus tard, et pour la première fois, les essais donnèrent un indice réel du potentiel du blindé. Sur un parcours de 1000 miles, il démontra une endurance inattendue, une fiabilité qui surprit même ses concepteurs. Bien que quelques ajustements fussent nécessaires, notamment au niveau de la boîte de vitesse, du refroidissement et de la suspension, l'essentiel était là. Matilda II pouvait encaisser, avancer, frapper et recommencer. Mais l'Europe s'enfonçait déjà dans le chaos. La montée en puissance de l'Allemagne rendait la guerre presque inévitable. En conséquence, le gouvernement britannique accéléra la production du nouveau char, poussant Vulcan Foundry et des autres entreprises sous contrat à travailler à un rythme inédit. Pourtant, lorsque le conflit éclata en septembre 1939, seuls 2 exemplaires étaient prêts. 2 machines seulement, mais qui allaient bientôt se multiplier jusqu'à devenir l'un des symboles les plus reconnaissables des forces blindées britanniques. Matilda II possédait une silhouette singulière, une cuirasse façonnée en larges morceaux de métal coulé, une tourelle massive et arrondie, une proue inclinée formant un bouclier presque impénétrable et un canon principal de 40 mm qui, bien que modeste, suffisait pour appuyer l'infanterie. Ce n'était pas un char agile ni rapide. Au contraire, il avançait avec lenteur, presque avec solennité. Mais chaque pas qu'il faisait était un défi lancé à quiconque tentait de l'arrêter. Cette combinaison de lourdeur, de protection extrême et de simplicité mécanique allait bientôt faire de Matilda II un acteur central des premiers affrontements de la guerre, et un cauchemar pour les unités ennemies qui n'avaient pas prévu de rencontrer un tel niveau de résistance. Lorsque Matilda II entra véritablement en production, les ingénieurs britanniques savaient que cette machine ne devait rien partager avec les blindés légers ou rapides déjà existants.
Elle représentait une catégorie distincte, une forteresse roulante conçue pour accompagner les fantassins sur des terrains où les éclats des obus et les rafales d'armes automatiques ne la déstabiliseraient pas. Son architecture interne, pensée pour la survie avant tout, témoignait de la philosophie même de sa création. Chaque élément y servait une idée simple: avancer malgré la violence du feu adverse. À l'avant, le poste du conducteur occupait un espace réduit mais remarquablement protégé. La vision se faisait par une fente blindée, épaissie par une plaque coulissante et un unique périscope, ce qui limitait la visibilité, mais offrait une résistance exceptionnelle face aux tirs directs. Le conducteur, confiné dans ce compartiment étroit, ne bénéficiait pas du confort des chars ultérieurs, mais il évoluait derrière l'une des protections frontales les plus épaisses de son époque. En cas d'urgence, une trappe située sous son siège offrait une échappatoire improbable mais réelle, permettant de quitter le véhicule même lorsque la tourelle se trouvait immobilisée. Le cœur de la puissance provenait des 2 moteurs diesel montés côte à côte à l'arrière du châssis. Leur synchronisation exigeait une mécanique soigneusement calibrée, et un arbre commun transmettait la force au barbotin. Bien que ces moteurs fussent initialement conçus pour faire avancer des autobus londoniens, leur fiabilité surprit sur le terrain. Ils offraient un couple suffisant pour déplacer les 27 tonnes du blindé, même si la vitesse demeurait modeste. Sur route, la machine atteignait environ 16 miles par heure, tandis que dans le sable ou la boue, elle se traînait à peine à 6. Mais cette lenteur n'était pas un défaut pour un char d'infanterie. Elle était la conséquence directe d'une protection qui dépassait largement celle de la plupart des blindés contemporains. La tourelle, massive et complètement moulée, incarnait l'obsession britannique pour la résistance. Sa conception monobloc éliminait les vulnérabilités habituelles des blindages riftés. Le canon principal, un 2-pounder de 40 mm, ne brillait pas par sa capacité de perforation contre les blindés lourds, mais il excellait dans l'appui rapproché. Sa cadence, régulière et stable, permettait de neutraliser des positions fortifiées, des nids de mitrailleuses ou des véhicules légers avec une efficacité redoutable. Toutefois, son absence de véritable obus explosif constituait une limitation évidente, obligeant souvent l'équipage à recourir à la mitrailleuse coaxiale de 7 mm 92 ou aux projectiles fumigènes installés sur un côté de la tourelle. Malgré cette faiblesse, l'ensemble restait cohérent. Matilda II n'avait jamais été pensée pour détruire d'autres blindés, mais pour accompagner les fantassins coûte que coûte. L'intérieur de la tourelle accueillait 3 membres d'équipage. Le chef de char et le tireur se situaient à gauche, installés selon une disposition étagée permettant au commandant de surveiller l'environnement pendant que le tireur manipulait l'armement principal. À droite se trouvait le chargeur, qui devait gérer les munitions dans l'espace restreint d'une caisse déjà saturée par le blindage dense. Le mécanisme de rotation, actionné par un moteur hydraulique, conférait à la tourelle une fluidité appréciable, même si un système manuel, lent mais indispensable, était disponible en cas de panne, garantissant que Matilda II pouvait encore se battre si ses circuits venaient à être touchés. La protection, élément central de la machine, atteignait des épaisseurs remarquables. Plus de 3 pouces au niveau du nez, environ 2 pouces et demi sur les côtés et 2 pouces 2 dixièmes à l'arrière. Ces valeurs impressionnèrent immédiatement les observateurs adverses. L'inclinaison naturelle des surfaces frontales augmentait encore la capacité de déviation des projectiles, donnant aux blindés un bouclier que les armes anti-chars italiennes et allemandes du début du conflit ne parvenaient tout simplement pas à franchir. Il n'était pas rare que des impacts laissent des traces superficielles, là où d'autres chars se seraient disloqués sous la violence du choc. Pour dissimuler cette masse colossale, les Britanniques adoptèrent un schéma de camouflage inspiré des motifs navals de la Grande Guerre, utilisant des blocs de couleurs rompant la silhouette du blindé. Ce choix, inhabituel pour un char, permit parfois de tromper les observateurs ennemis, qui, de loin, distinguaient mal la forme exacte du véhicule. Mais cette protection extrême comportait un prix lourd. Le poids gigantesque de la cuirasse imposait des contraintes mécaniques et réduisait drastiquement la mobilité. Dans le désert ou sur les terrains meubles, Matilda II avançait avec la patience d'une colonne de fantassins, incapable de suivre les chars rapides destinés aux percées profondes. Elle excellait dans un rôle unique et clairement défini. Absorber la tension, encaisser les coups,
soutenir les troupes au sol et maintenir un rythme implacable dans l'avancée alliée. Ce caractère unique expliqua pourquoi les premières unités britanniques se reposèrent rapidement sur elles dès que la guerre s'étendit hors du continent européen. Alors que d'autres véhicules souffraient face aux tirs adverses, Matilda II semblait ignorer les menaces. Sa mission n'était pas d'impressionner par sa vitesse, mais de garantir que rien ne parviendrait à arrêter son mouvement. C'est précisément cette résilience, presque provocatrice, qui allait faire d'elle la protagoniste centrale de l'un des théâtres les plus exigeants et imprévisibles du conflit, le désert d'Afrique du Nord. Lorsque Matilda II fit ses premiers pas dans les immensités brûlantes de l'Afrique du Nord, le contraste avec les terrains européens devint immédiatement frappant. Le désert n'offrait aucune couverture naturelle, aucun repli, aucune forêt pour masquer les manœuvres. Là où les autres blindés perdaient en efficacité sous le soleil écrasant, Matilda II avançait avec la même détermination qu'en terrain tempéré. Et c'est précisément dans ces paysages ouverts que son blindage presque inviolable prit toute son importance. Pour les troupes italiennes, habituées à compter sur la vitesse ou sur des armes anti-chars légères, l'apparition lente mais irrésistible de ces mastodontes britanniques eut l'effet d'un choc brutal. Les premiers engagements révélèrent une supériorité inattendue. Les canons anti-chars italiens tentaient d'arrêter la progression des blindés alliés, mais les obus se brisaient sur la cuirasse, comme si le métal avait absorbé toute l'énergie des projectiles. Les équipages britanniques constatèrent avec étonnement que certains impacts laissaient simplement des marques superficielles, tandis que le char continuait d'avancer sans perte de performance. Les positions ennemies, souvent protégées par des murs de sable ou des abris improvisés, furent systématiquement écrasées. Pour les fantassins qui avançaient derrière ces véhicules, Matilda II devint un rempart indispensable, une protection mobile qui ouvrait la voie. La campagne s'intensifia lorsque les forces britanniques lancèrent leurs offensives visant à repousser les troupes italiennes hors d'Égypte. Matilda II joua un rôle décisif lors de l'assaut contre Bardia, où son armure permit de briser les défenses sans subir de dommages critiques. Les blindés légers adverses, incapables de rivaliser en puissance ou en protection, furent neutralisés avec facilité, tandis que les bunkers et les points fortifiés tombèrent les uns après les autres. Les équipages se rendaient compte qu'ils conduisaient une machine qui n'avait, pour le moment, aucun équivalent dans la région. Le succès se répéta en direction de Tobrouk, où les lignes italiennes cédèrent sous la pression combinée de l'infanterie et des chars d'infanterie britanniques. Matilda II devint alors plus qu'un simple atout tactique. Elle acquit une réputation presque mythique auprès des soldats. Certains officiers racontaient que les soldats italiens abandonnaient parfois leur position dès qu'ils entendaient le bruit caractéristique des chenilles du blindé. Cette aura de domination ne relevait pas de l'exagération. Les rapports des après-batailles confirmaient la difficulté extrême qu'avaient les unités adverses à stopper ces machines massives. Mais cette période des invincibilités commença à vaciller lorsque les forces allemandes entrèrent dans le conflit nord-africain. Avec l'arrivée de l'Africa Corps, les combats changèrent d'intensité. Les premiers affrontements montrèrent que les blindés allemands légers ne faisaient guère mieux que les véhicules italiens, incapables de transpercer le blindage épais de Matilda II. Pourtant, les officiers allemands, confrontés à cette nouvelle menace, adoptèrent rapidement une stratégie différente. Ils firent venir des canons antiaériens de 88 mm, habituellement destinés à abattre des avions, mais dont la puissance de pénétration pouvait surpasser celle de n'importe quelle arme anti-char standard de l'époque. Lors des premiers tirs, les équipages britanniques découvrirent que ces pièces redoutables constituaient une menace réelle. Le choc des obus lourds frappant le blindé n'avait rien de commun avec les impacts plus légers observés auparavant. Le 88 mm devint rapidement l'arme redoutée des équipages de Matilda II, et son apparition sur le champ de bataille obligea les commandants britanniques à revoir leur schéma d'engagement. Là où le char pouvait autrefois avancer frontalement, il fallait désormais manœuvrer, contourner, éviter les zones où ses canons pouvaient être dissimulés. Cette évolution ne diminua toutefois pas l'efficacité globale du blindé. Même face à cette menace nouvelle, Matilda II conserva un rôle essentiel, notamment lors des percées initiales contre les positions préparées. Les fantassins australiens, qui combattaient aux côtés des forces britanniques, appréciaient particulièrement la manière dont le blindé absorbait les tirs d'artillerie destinés à briser les rangs.
Dans le chaos des combats autour de Tobrouk, la présence de ces véhicules continua d'impressionner les observateurs. Leurs silhouettes lourdes, avançant lentement dans la poussière, inspiraient une forme de confiance que peu d'autres blindés pouvaient procurer. Les forces allemandes allèrent même jusqu'à récupérer certains exemplaires intacts après des combats particulièrement intenses. Ces véhicules capturés furent intégrés au sein du dispositif de l'Africa Corps et utilisés contre leurs anciens propriétaires, créant parfois une confusion totale lors des affrontements. Les Britanniques rapportèrent plusieurs épisodes où des Matilda peintes aux couleurs allemandes furent aperçus aux côtés de blindés de type Panzer, un spectacle improbable, mais révélateur du respect que l'ennemi portait à cette machine. L'évolution du conflit finit néanmoins par imposer ses propres lois. À mesure que de nouveaux blindés alliés entraient en service, notamment des modèles plus rapides et mieux armés, le rôle de Matilda II commença lentement à décliner sur le front nord-africain. Son blindage restait impressionnant, mais la guerre moderne exigeait désormais des véhicules capables de couvrir rapidement de longues distances, de frapper au loin et de s'adapter à des tactiques de plus en plus mobiles. Dans ce nouvel environnement, le char qui avait dominé les premiers mois du conflit devait peu à peu céder sa place. Pourtant, malgré cette transition inévitable, Matilda II conserva un prestige intact. Aucune autre machine britannique de son époque n'avait provoqué une telle réaction chez l'ennemi, ni laissé une empreinte aussi forte dans l'esprit des soldats qui l'avaient conduite ou observée au combat. Son passage dans le désert demeurerait l'une des pages les plus frappantes de son histoire. Alors que les combats en Afrique du Nord perdaient progressivement de leur intensité pour Matilda II, le blindé poursuivit sa carrière sur d'autres théâtres d'opération, prouvant que sa conception robuste pouvait s'adapter à des environnements très éloignés des étendues désertiques. Les forces du Commonwealth, convaincues de la valeur du blindé, décidèrent de l'employer dans des territoires où le relief, la météo et les tactiques adverses imposaient des contraintes totalement différentes. L'histoire de Matilda II ne se limitait plus à ses exploits dans le sable brûlant. Elle allait désormais démontrer sa résilience au cœur de paysages denses, de jungles détrempées et de climats qui mettaient à l'épreuve même les véhicules les mieux conçus. L'Australie fut l'une des premières nations à adopter massivement le blindé, après avoir constaté son efficacité. Les forces australiennes, engagées dans les jungles du Pacifique, avaient besoin d'un char capable de résister à des tirs ennemis souvent dissimulés dans une végétation impénétrable. Les modèles plus rapides se trouvaient régulièrement pris au piège dans la boue ou ralentis par des racines massives, tandis que les engins plus légers manquaient de puissance de feu pour neutraliser les bunkers irréductibles construits par l'armée japonaise. Matilda II, malgré sa lenteur, offrait une solution inattendue. Sa protection lourde lui permettait d'absorber les tirs venant de positions camouflées, et son poids, paradoxalement, lui donnait une stabilité utile dans des terrains où les roues s'enfonçaient sans espoir. Les troupes australiennes découvrirent rapidement que ce blindé pouvait devenir l'élément central de leurs assauts. Dans les jungles de Nouvelle-Guinée, par exemple, les Matilda II ouvraient la voie en écrasant les obstacles naturels et en détruisant les points fortifiés qui bloquaient l'avancée des fantassins. Les soldats racontaient que le simple rugissement du moteur diesel résonnant dans la forêt suffisait parfois à semer la panique parmi les défenseurs, qui ne s'attendaient pas à voir surgir un char capable de survivre à des salves rapprochées. Dans ces conditions extrêmes, la tourelle lourde et le canon de 40 mm montraient une nouvelle facette de leur efficacité. Bien que le manque d'obus réellement explosifs fût toujours un handicap, les Australiens compensaient en combinant l'armement principal avec des attaques coordonnées des fantassins, ce qui permettait au blindé de tirer parti de sa précision et de sa cadence régulière. De plus, l'utilisation de fumigènes offrait un avantage tactique dans des corridors trop étroits pour des manœuvres classiques. L'armée australienne alla même plus loin en développant des variantes uniques du blindé pour répondre à des situations spécifiques. L'une des plus célèbres fut la version lance-flamme, surnommée Frog, qui joua un rôle décisif dans les zones où les positions ennemies étaient creusées profondément dans la végétation ou protégées par des bunkers imperméables aux tirs classiques. L'installation du système de projection modifiait la silhouette du blindé, mais lui donnait une capacité offensive redoutable. Dans les marais de Bornéo, le rugissement du système de projection précédait souvent l'assaut,
marquant le début d'une manœuvre que peu de positions japonaises pouvaient supporter. Pendant ce temps, une autre armée alliée découvrait elle aussi l'intérêt particulier de Matilda II, l'Union soviétique. Grâce aux accords d'aide, certains exemplaires furent transférés aux forces soviétiques, qui avaient un besoin urgent de blindés capables de survivre dans des environnements où la neige, la glace et les tirs anti-chars allemands formaient un trio redoutable. Si la machine conservait son blindage exceptionnel, elle révélait toutefois un nouveau défi. Sa lenteur extrême devenait encore plus marquée dans les terrains enneigés. Les chenilles, pourtant robustes, perdaient de leur efficacité dans les congères profondes, et les moteurs peinaient à maintenir leur rendement maximal par des températures extrêmement basses. Malgré ces limites, les équipages soviétiques reconnurent la valeur de Matilda II dans des rôles spécifiques. Sa capacité à encaisser les premiers tirs ennemis faisait d'elle un blindé utile pour les assauts contre des positions statiques. Là où les canons allemands de petit calibre échouaient, le blindage britannique demeurait intact, permettant aux fantassins de gagner un terrain précieux. Les soviétiques modifièrent même certains exemplaires en adaptant leurs équipements radio ou en ajustant les systèmes de vision pour mieux répondre aux exigences des combats de l'Est. Cependant, le passage de Matilda II en Union soviétique révéla un aspect fondamental. Chaque théâtre d'opération testait un angle différent de la conception du char. Dans le désert, il excellait grâce à sa résistance. Dans la jungle, il devenait une masse stable et utile contre les positionnements enterrés. Dans la neige, il se transformait en un engin dont la robustesse ne compensait pas toujours ses limites de mobilité. Pourtant, dans chaque contexte, il inspirait un respect constant en raison de cette capacité unique. Résister là où d'autres blindés se brisaient. Divers pays adoptèrent à leur tour le blindé, souvent pour des raisons pratiques. Sa fiabilité mécanique, sa simplicité d'entretien et son blindage massif compensaient des défauts que certains contextes rendaient secondaires. En Inde, en Belgique et même dans certaines unités du Moyen-Orient, Matilda II fit son apparition dans les années qui suivirent son retrait progressif des premières lignes britanniques. Chaque fois, il laissait derrière lui une impression de force tranquille, un blindé capable de faire face à l'imprévu sans jamais renier son rôle premier. À mesure que la guerre avançait, les modèles plus modernes prirent la relève, offrant plus de puissance de feu et une mobilité supérieure. Matilda II entra alors dans une phase de transition, mais son histoire n'était pas terminée. Le blindé qui avait semé la confusion dans les rangs allemands allait encore surprendre, non pas par sa performance au combat, mais par la manière dont il terminerait son existence, loin des dunes, loin des jungles, mais au cœur même de la mémoire des conflits. À mesure que les armées alliées modernisaient leur flotte de blindés, Matilda II poursuivait une carrière plus discrète, mais jamais anodine. Les nouveaux chars, plus rapides, mieux armés et capables de manœuvres complexes, redéfinissaient la manière de faire la guerre. Dans ce contexte transformé, la présence de Matilda II sur les lignes de front se fit progressivement plus rare. Pourtant, la machine ne disparut pas soudainement. Elle glissa lentement vers des rôles secondaires, tout en continuant d'offrir des services précieux dans des zones où sa robustesse demeurait un avantage décisif. Certaines armées du Commonwealth, notamment en Océanie, décidèrent d'employer les dernières séries du blindé pour sécuriser des zones reprises à l'ennemi. Ces unités, souvent isolées sur des îles où les combats s'étaient prolongés au-delà des grandes offensives, utilisaient Matilda II comme plateforme d'appui pour éliminer les poches adverses qui subsistaient dans les jungles épaisses. Dans plusieurs régions reculées, les équipages savaient qu'ils servaient à bord d'un blindé qui ne figurait plus au cœur des grandes opérations, mais dont la présence garantissait une sécurité appréciable pour les forces qui avançaient dans des environnements imprévisibles. Avec le temps, certaines de ces machines furent transformées pour des usages spécialisés. Des unités de génie militaire adaptèrent Matilda II en véhicule de déminage ou en engin destiné à ouvrir des passages à travers des terrains impraticables. L'épaisseur du blindage, qui constituait autrefois une arme psychologique face aux adversaires, devenait ici un bouclier, permettant aux sapeurs de travailler sous le feu potentiel de tireurs embusqués. Ces transformations prolongèrent la vie de plusieurs exemplaires, bien au-delà de ce que leurs concepteurs auraient pu imaginer. Dans d'autres régions, notamment en Asie du Sud-Est, certaines armées conservèrent encore quelques unités opérationnelles de Matilda II pendant la période de l'après-guerre immédiate.
Les nouveaux véhicules livrés par les Alliés tardaient parfois à arriver, et la fiabilité proverbiale du blindé britannique offrait une transition acceptable pour des forces qui devaient maintenir la stabilité sur des territoires encore marqués par les conflits. Les crews qui les utilisaient connaissaient bien les limites de ces machines vieillissantes, mais aussi leurs atouts. Elles démarraient dans des conditions difficiles, ne cédaient pas sous les tirs légers, et offraient une plateforme jamais prise de panique, même dans les opérations les plus confuses. Peu à peu, cependant, l'inévitable survint. Les moteurs, soumis à des climats tropicaux ou polaires, accumulèrent des pannes irréversibles. Les transmissions, conçues pour supporter des poids déjà considérables, commencèrent à afficher des signes d'usure que les ateliers locaux ne pouvaient plus compenser. Certains chars furent alors laissés sur place, servant de points d'observation, de postes statiques ou de couvertures improvisées pour les unités au sol. Ces carcasses massives, autrefois redoutées, devinrent des silhouettes immobiles au milieu des paysages bouleversés par la guerre. Les armées qui disposaient encore d'exemplaires en état de marche organisèrent des transferts vers différents dépôts logistiques où s'entassaient les blindés retirés du service. Là, Matilda II rejoignit souvent des véhicules qui avaient partagé son parcours, mais qui avaient été éclipsés par les innovations des dernières années de la guerre. Dans ces vastes terrains clôturés, les mécanos démontaient patiemment chaque pièce récupérable. Un segment de chenille encore solide, un élément de suspension, une plaque de blindage utilisable comme renfort sur un autre engin. Ces opérations prolongèrent silencieusement l'existence du blindé, mais uniquement sous forme de fragments destinés à d'autres machines. Certaines nations, notamment en Océanie, prirent la décision de conserver quelques exemplaires dans un état fonctionnel pendant une courte période des après-guerres. Ces chars participèrent à des exercices, des démonstrations publiques, ou des missions de surveillance dans des zones sensibles. Les spectateurs, qui n'avaient jamais vu de blindés de près, observaient avec fascination ces mastodontes avançant dans des champs ou sur des routes poussiéreuses, ignorant souvent qu'ils assistaient aux derniers kilomètres d'une machine qui avait parcouru plusieurs continents. Peu à peu, les exemplaires encore complets furent transportés vers des bases où l'on procédait au retrait officiel. Les inscriptions des unités furent effacées, les tourelles verrouillées, les moteurs purgés pour éviter toute remise en route imprévue. Ces opérations, souvent rapides, marquaient la fin d'un cycle exceptionnel. Une fois préparés, les blindés étaient envoyés vers des terrains où l'on disposait les véhicules réformés, attendant qu'une décision finale soit prise concernant leur sort. Certains chars furent ferraillés, découpés et transformés en matériaux réutilisables. D'autres furent cédés à des administrations civiles pour servir de remparts, de poids statiques ou de plateformes de formation. Une poignée d'exemplaires échappa à cette disparition grâce à l'intérêt de collectionneurs privés ou de passionnés qui savaient reconnaître la valeur historique d'un engin ayant survécu à tant d'épreuves. Ces véhicules, sauvés au dernier moment, furent restaurés avec soin, parfois à partir de pièces provenant de plusieurs Matilda II différentes. Dans quelques pays, des musées militaires décidèrent d'en préserver un ou plusieurs exemplaires. Les blindés furent repeints, réassemblés et installés dans des halls d'exposition ou sur des esplanades extérieures où leur silhouette massive attirait immédiatement le regard. Certains d'entre eux furent même remis en état de marche, permettant d'entendre encore une fois le grondement profond des moteurs diesel doublés. Une sonorité qui avait autrefois résonné sur les dunes, les plaines et les jungles. Chaque remise en mouvement rappelait, même brièvement, ce qu'avait représenté cette machine pour plusieurs générations de soldats. Ainsi, Matilda II quitta progressivement le champ de bataille pour rejoindre un monde où les blindés ne combattent plus, mais témoignent. Là où des milliers de ces machines avaient été construites, seules quelques dizaines survécurent, chacune portant les traces d'un parcours unique. L'une d'elles, restaurée avec un soin méticuleux, effectua même une dernière démonstration publique, avançant lentement devant une foule silencieuse. Ce moment, à la fois simple et chargé d'émotion, fut la dernière respiration mécanique d'une reine d'acier, dont la marche, autrefois redoutée, avait façonné bien plus que des lignes de bataille.